L'ensemble du groupe Adafo Média en région. Retour dans ce studio en compagnie de notre invité, M. Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication. Avec lui, donc, on va s'intéresser dans un instant à l'actualité sociopolitique de notre pays, mais aussi à l'actualité de l'univers des médias dans notre pays. Un peu plus tard, on s'intéressera au secteur de la pharmacie avec la présidente de l'Ordre national des pharmaciens, Dr Awa Diakité, qui donc répondra aux questions de GG dans cette émission. Avant de continuer l'interview avec monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, vos réactions sur nos différents canaux. Cette première réaction de qui exactement? De Salenko, du mouvement Nos Valeurs Communes. L'Urtergui a déçu tout le monde en hésitant sur un sujet dont elle a aucune position à prendre, parce que neutre, ces propos du président pour le référendum dit à monsieur le ministre d'assumer à moule en fait. C'est donc cet auditeur Salenko qui nous envoie ce message. Du côté du PADES, Aboubakar Bigop qui nous dit ceci: tout ce que vous dites là, c'est après 9 ans de gestion. Il n'y a aucun sérieux qui accompagne les travaux. Et lorsque vous parlez de ça, on vous traite d'apatride. Mais moi, je suis nullement surpris de notre situation actuelle quand les médiocres sont à la mallette, sont aux manettes donc de la gestion. C'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie cette réaction. Afa Moussa Maka Diaby du côté de RPG Arc-en-Ciel. Aboubakar, je demande au ministre Amara Somparé l'opportunité d'envoyer le journal télévisé de la RTG à 20h, de 20h30 à 20h00, quand on sait que 20h est l'heure de la prière dans toutes les mosquées sur toute l'étendue du territoire national. C'est Alpha Moussa. Donc c'est une question qui s'adresse directement. On ne va pas se louper là-dessus. C'est une réforme qui est abondamment commentée du côté de la RTG, mais aussi au niveau des téléspectateurs. Une dernière réaction avant de basculer sur d'autres plateformes. Cette fois-ci de Mohamed Fofana, toujours du côté de RPG Arc-en-Ciel. Chapeau à M. Somparé pour cette mise au point. La sagesse voudrait que ceux qui ont jugé cette consultation inopportune s'abstiennent de faire des commentaires sur son déroulement. Pourquoi il s'érige en défenseur des droits du PM? L'OFAMA est en parfaite harmonie avec son chef du gouvernement. C'est Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. MAF, la Constitution est l'émanation de quel peuple? Il pose la question. Quand vous êtes prononcé sur cette Constitution, partisan, non, je comprends pas. La Constitution que tu prétends défendre, je comprends pas. Bien. D'autres réactions. Bonjour Aboubakar, les étrangers se moquent de nous, tout comme le président turc qui a dit: souvenez-vous, Conakry, caractérisé par la défection des routes, ne ressemble pas à une capitale. CLC Niba, Dianfou, Bambeto qui nous envoie ce message. D'autres réactions avec Ibrahima Diallo depuis Luanda qui nous regarde à la télévision. Je m'adresse à tous les promoteurs du troisième mandat. Dites-leur qu'ils sont assis sur une bombe. Wassalam. C'est donc Ibrahima Diallo qui nous regarde à la télévision depuis l'Angola. Quelques réactions toujours sur le 657 39 13 13. Cette fois-ci avec cet auditeur. Bonjour les GG. Lorsque les stagiaires sont aux affaires, c'est des travaux à la va t'asseoir qu'ils proposent à la population. Vive vivement le changement de pouvoir en Guinée entre Dr Ousmane Kaba et le président, qui est le président authentique. C'est donc Mamadi Original Soirée du parti PADES qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer. Bonjour les GG, je vous demande d'écouter son excellence M. Amara Somparé qui nous dit que la vérité. Cette vidéo est en intégralité, je l'ai avec moi, donc les gens doivent faire attention par rapport à leurs propos. Et cette dernière réaction, bonjour les GG, c'est Molassi de Bouramaya, Ganganta. Même nous, les villageois, avons écouté, je reformule, avons écouté l'enregistrement de Alpha Condé hier en disant de se préparer conséquemment pour aller au vote législatif, au référendum. Donc, lui-même qui est au village dit avoir écouté cela. Je propose ceci. Moi, je suis parti en France à l'âge de 16 ans. Je suis venu à 52 ans. Je crois en Dieu. Si tu me dis, fais ça fuir les 100 bœufs, si c'est pour donner aux pauvres, je vais faire. Parce que c'est pour donner aux pauvres. Ouais. Mais quand tu me dis, donne-moi 2 kilos d'or, je vais monter sur le terre colonie d'abeilles là, je ne vais pas le faire. Parce que ce que Dieu demande, qu'on aide les pauvres, qu'on aide les femmes, qu'on aide les jeunes, je ne crois pas au maraboutisme. Non. Mais je crois en Dieu. Et je crois, Alpha n'est pas des sacrifices.
est-ce que vous savez, depuis plus de 20 ans, moi, tous les vendredis, je mets l'argent dans les enveloppes du Sud dans les mosquées. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Il n'est pas vous dire ça de Dieu au moins. Donc, on vous dit aussi, ah, Alpha, allez, t'as fait que ça. Ça dépend que ça. Quand il s'agit de donner au peuple, même si tu venais de faire 1000 bœufs, je donne moi aussi. Ça sert de fou. Mais, quelqu'un m'a dit, bon, président, il faut faire 6 bœufs à Kundara. Il dit, tu vas, il a dit, mais pourquoi tu vas aller? Je préfère là-bas. J'ai dit au préfet de faire les 6. Et tu as besoin d'aller. Donc, vous allez, je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. Merci. Les grandes gueules. Et bien voilà, la sentence, monsieur le ministre. Non, c'est pas une sentence, c'est une partie de l'intervention. La question n'apparaît pas. La petite précision. La question n'apparaît pas. S'il te plaît. Franchement, ces montages qui ne servent à rien ne vont pas contribuer au débat. Monsieur le ministre. La question n'apparaît pas. Vous n'avez fait ressortir que l'intervention du chef de l'État. La question n'apparaît pas. Voilà, s'il vous plaît. Donc attendons d'avoir l'intégralité de l'enregistrement et je reviendrai nous si vous voulez nous pour un débat. C'était une vidéo de 24 minutes. Mais là, évoluons. Justement, nous avons l'intégralité de cette interview et le président, nulle part, on lui a posé des questions. C'est un président comme à l'habitude qui tient un discours, on écoute, on applaudit. Donc c'est lui qui est allé, ce n'est pas c'est lui seul qui a parlé. Donc c'était juste pour vous rappeler peut-être on ne dispose pas peut-être des mêmes éléments. Donc comme je vous l'ai dit, quand nous aurons tout en bonne et due forme, nous pourrons en reparler. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, évoluons. Bien, allez-y. Le ministre, alors, il a engagé son premier ministre quand même dans des consultations. Je crois bien des consultations qui doivent prendre fin logiquement aujourd'hui. Le 30 finalement. Le 30. C'est à la fin du mois. Donc à la fin du mois. Est-ce que finalement il y a lieu de tenir ces consultations à partir du moment que le président Alpha Condé lui-même a dit à ses soutiens de se préparer à aller au référendum? En fait, vous reposez la même question de façon différente. Et je vous ai déjà répondu. Les consultations sont nécessaires parce que c'est un exercice démocratique. Depuis le début du mois que le Premier ministre a déclenché ces consultations, il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent. Puisqu'à la sortie des consultations, chacun sait ce que les différents groupes sociaux qui ont été consultés ont pris comme position sur les questions qui leur ont été posées. Mais le rapport final sur ces consultations sera adressé par le Premier ministre mais quel était à la fin but, du mois. Ces consultations, mais leur but au plan politique, tout le monde sait que l'objet principal de ces consultations, c'est sur l'éventualité de l'établissement d'une nouvelle constitution. Pas seulement. Oui, c'est une question majeure. Pour en arriver là, il faut passer par un référendum. Lorsque, à partir des États-Unis, notre chef de l'État demande à ses partisans de se préparer à ce référendum, vous ne pensez pas que ça fait tomber à l'eau? Mais non, complètement. le président mais pourquoi consulter le peuple alors que déjà la décision est prise? Écoutez-moi, le référendum est une consultation du peuple, oui ou non? Bien sûr. Alors, les consultations, c'est une consultation du peuple, oui ou non? Mais bien sûr. Mais alors, donc la contradiction, il n'y a aucune contradiction. Mais alors, le président peut demander librement le président peut épargner le peuple de cet effort. Le président peut demander librement à son peuple de se préparer à toute éventualité qui pourrait se présenter. Et encore une fois, comme je vous le dis, nous sommes en train de polémiquer autour d'une vidéo dont nous ne disposons pas l'intégralité. Bien, moi je pose une autre question. Antoine, avant de passer, le président, toujours concernant ses propos, ses déclarations aux États-Unis, il a été chez nos confrères de la VOA. On lui a demandé quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir. Il ne sait pas. Il s'en remet à Dieu et au peuple. Écoutez, cette décision, l'éventuelle candidature, on parle beaucoup de troisième mandat. En réalité, on a réussi à piéger tout le monde dans un amalgame entre l'organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution et une éventuelle candidature du chef de l'État, pour laquelle il ne s'est jamais prononcé, je le rappelle. C'est une décision qui lui appartient à lui et à lui seul. En son fort intérieur, le moment venu, quand il aura décidé, il donnera son avis sur. Est-ce qu'il a décidé? Il n'a pas décidé, monsieur le ministre. Bien entendu. Non, mais comment ça? C'est une question déjà tranchée dans la Constitution. C'est une décision qui lui, pour l'instant, il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. S'est-il prononcé sur le sujet, oui ou non? A-t-il répondu? S'est-il déjà prononcé sur le sujet? Non, question simple. S'est-il déjà prononcé sur le sujet? Non. Alors nous Monsieur faisons... le ministre. Mais il n'a pas à se prononcer, monsieur le ministre. Tout ce que vous dites n'est que pure supputation. Non, mais il n'a pas à se prononcer. Je vous repose la question. Il n'a pas à se prononcer s'il va faire un autre mandat ou pas. Je vous repose la question. Oui.
s'est-il prononcé à date sur la question? Monsieur le ministre. Non, Plus d'une fois. Plus d'une fois. S'est-il prononcé Oui, sur la question? oui, 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 à quel moment? plus d'une fois. À quel Non, mais moment? moi je vous le dis en face parce que vais y répondre. lorsque le président. Vous allez répondre à la place du C'est président. ce que j'ai fait. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. Quand il dit au peuple de décider, Plus il n'a d'une même pas fois. à le dire, c'est une réponse. Il s'est n'a pas prononcé, à le dire. mais Le peuple a déjà décidé. On n'est pas en démocratie? Non, mais le peuple a déjà décidé. Mais le Là, peuple a c'est sa déjà tranché, volonté monsieur le qu'il ministre. voudrait, monsieur Le peuple a ministre. tranché quoi? Mais Qu'est-ce qu'il y a? il a Sous le droit nombre de de mandats proposer. Qu'est-ce qui présidentiels. lui a été soumis? Sous le nombre de mandats présidentiels. L'actuelle constitution a été Et il a soumise à juré sur ça. référendum? Mais Non, non, monsieur le attendez, l'actuelle constitution a été soumise. une Vous dites que c'est le peuple qui a décidé. Mais c'est Alors, une s'il Non, n'est pas. je vous prends au mot. Je vous prends au mot. Vous dites que c'est le peuple qui a décidé. Donc l'actuelle constitution a fait l'objet d'un référendum. Même si c'est pas le cas. Non, répondez à ma question. Monsieur le ministre. Allons-y étape par étape. Non, Vous dites monsieur- que c'est le monsieur le peuple qui ministre, a on va pas décidé. inverser quand même. Non. Attendez, on va faire. L'actuelle constitution a-t-elle été soumise à référendum? C'est une Alors, constitution, oui ou non? Attendez, on va Alors, aider. non, Mais attends, c'est- on va l'aider. on va l'aider. Non, vous ne répondez pas à la Alors, question. non, on va monsieur le répondre. ministre. Non. Mais non, je vais vous dire, moi, Bien. personnellement, Oui. je suis très à l'aise pour parler de ces sujets. Oui. En 2010, je faisais partie d'un think tank. Nous avons fait un vrai travail de recherche pour faire des propositions au CNT à l'époque pour la nouvelle constitution, ou en tout cas la révision constitutionnelle qui avait été demandée par la transition. La plupart des recommandations que nous avions faites ne se retrouvent pas dans cette constitution aujourd'hui. Parce que, Comme quoi? donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est Mais pas si, là. si, monsieur le On n'est ministre, pas là pour c'est ça. important. C'est un débat juridico-juridique, on Bien. n'est pas là pour ça. Tout Bien. ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans la plupart des pays qui ont connu une transition, ça a été le cas au Burkina, ça a été le cas au Congo, ça a été le cas, je pense aussi, bon, le pays m'échappe, il y a eu des chartes constitutionnelles, des chartes de la transition qui ont permis d'organiser des élections pour que les militaires se retirent du pouvoir et que la démocratie se réinstalle. Et après l'installation du nouveau pouvoir démocratique, les autorités ont organisé des référendums sur un projet de constitution. oui. En Guinée, ça n'a pas été le On cas. va ordonner, s'il vous plaît. En ouais. Guinée, ça n'a pas été le cas. Si je me rappelle, le mandat qui était donné au CNT en 2010, c'était uniquement 2 points. Il fallait ramener le mandat de 7 à 5 ans et il fallait instaurer la limitation de mandat à 2. Le CNT est allé au-delà de la lettre de cahier des charges qui lui avait été soumis par rapport à cette nouvelle constitution. Bref, encore une fois, comme je vous le dis, Oui. le président ne s'est jamais prononcé formellement sur son choix oui, c'est concernant ça. les grandes Attendez qu'il le fasse. Oui. Il a tout le temps pour le faire. Ah non. Même si on reste sur Une- cette une constitution, question. les prochaines élections ne sont qu'à la fin de l'année 2020. Ouais. Il a tout le temps pour se prononcer. D'accord. C'est une décision Alors, qui monsieur lui le ministre, appartient. monsieur le Pourquoi ministre, voulez-vous qu'il se, Oui. qu'il se conforme On- à vos désiderata? On n'est pas en train de l'obliger. C'est pas le cas. En fait, Allez-y. il se conforme à Ma- une constitution Une qui a constitution permis de quand même gérer la sur Guinée laquelle pendant il est. 2 mandats. Monsieur le ministre, on va C'est pas quand même compliqué. parler. Il se Bien, on va prononcera ordonner le débat, en les gars, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y, Jacques. On va aller doucement, calmement. Ouais. Je vais poser la question à monsieur le ministre. Cette vidéo, là, je ne repose plus une question. J'estime seulement que le ministre, au sortir d'ici, va nous donner l'intégralité et puis il va proposer la diffusion, pourquoi pas, sur la télévision nationale pour qu'on sache s'il y a eu une question au départ et puis les termes employés par le président de la République. Mais en tant que membre du RPG Arc-en-Ciel, est-ce que aujourd'hui, vous attendez que le président de la République nous délivre de cette situation? Parce que j'ai compris... Nous délivre de quelle situation? C'est-à-dire qu'il annonce enfin qu'on va au référendum. Comme il y a eu cette réaction du public qui était devant lui, qui disait enfin, on est situé sur la question, on va au référendum. Parce que c'est ce que le public qui était face au président attendait. Il y a eu des acclamations, ouais. Est-ce que vous, personnellement, vous attendez aujourd'hui que le président nous cite par rapport à la tenue ou non d'un référendum aujourd'hui Écoutez, constitutionnel? quel est l'objet des consultations? Il faut resituer le débat. Le Premier ministre a exprimé son avis concernant l'organisation d'un nouveau référendum. Il a dit qu'il était favorable. Oui ou non? Et vous Non, aussi, non. et vous aussi, parce qu'il a parlé à Souffrez. On va lui permettre, Souffrez on va lui permettre de l'écouter. répondre. Ouais. C'est Des un petites échange. précisions par moment. Non, vous avez des positions arrêtées Non. sur certains Ce sont sujets. des questions. Nous sommes en train d'échanger. Ouais. L'objet des consultations, c'est quoi? Beaucoup d'acteurs politiques ont une position claire sur l'option ou pas d'un référendum pour une nouvelle constitution. Ouais. Certains se sont exprimés publiquement, d'autres ne l'ont pas encore fait. L'objet des consultations, c'est qu'en dépit du fait que des acteurs politiques aient déjà des positions sur l'option qui doit être retenue, le président de la République, tout démocrate qu'il est, a demandé au Premier ministre responsable du dialogue politique, convoque tout le monde, tous les corps sociaux. On sait que certains sont pour, on sait que certains sont contre. Convoque tout le monde,
reprends-moi les avis de tous ceux qui constituent la société guinéenne et sur la base du rapport qui sera fait à l'issue des consultations, je prendrai ma décision. Ah, il l'a déjà pris. Alors, certains ont le droit d'avoir leur position. Il l'a déjà pris. En pour ou en contre. Mais il l'a déjà prise, monsieur le ministre. Attendez la fin des consultations. Ouais. Et quand le président de la République fera une sortie officielle, On va essayer. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer. vous posez la même question de façon différente. Donc, je pense qu'on peut évoluer. Bien, on va évoluer, Jacques. En tout cas, c'est la réponse que je peux vous donner. Allez-y. Nous comprenons, monsieur le ministre de l'Information On va parler des médias. et de la communication qui joue son rôle dans cette posture. Parce que, Heureusement. Ce à quoi je m'attendais ce matin, ou même Parce hier. que lui-même, il a déjà fait la campagne quand même à Bokeh pour la nouvelle constitution. monsieur le ministre. Mais tout le gouvernement a indiqué au Premier ministre qu'il soutenait l'organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution. Je suis membre du gouvernement, donc je suis favorable. Pour taire la polémique, comme on le fait souvent sur la RTG, on aurait dû. Je ne sais pas pourquoi la RTG n'était pas présente à cette rencontre, parce que je sais que toutes les rencontres du président à Mais l'étranger. si, ça a été diffusé sur la RTG, mais pas l'intégralité. Comment se fait-il que, monsieur le ministre, la RTG n'ait pas pu diffuser en intégralité un tel passage du président qui fait polémique? Je ne comprends pas. Je me pose beaucoup de questions. Et j'espère que monsieur le ministre. Pourquoi cette partie n'a pas été diffusée sur la RTG? Non, je sais que ce soir, ce sera diffusé parce que le ministre donnera. Tu sais? Je le sais. Il va Je sais il le fera ce soir. Parce qu'il parlait des Et ce informations. soir à 20h30 ou à 21h, je serai assis devant mon écran pour suivre l'intégralité de cette partie de la communication du Je président. suis heureux de me rendre compte que je gagne un auditeur de plus Non, non, aujourd'hui. Bien. Parlons du ministre de la Communication. On sait que récemment, nos confrères étaient devant la justice pour. On les accusait d'avoir tenu des propos ou encore d'avoir donné la parole à une militante ancienne du RPG, ce qui leur a valu des poursuites judiciaires. Monsieur le ministre, on vous a entendu sur la question dire que les journalistes sont passibles de poursuites, surtout sur la loi sur la cybercriminalité, cybersécurité. Dites-nous que ces propos, vous les réitérez. Écoutez, il ne faut pas encore une fois, je ne dirais pas déformer les propos, mais J'ai les pas sortir déformé. de leur contexte. Pas du tout. Antoine, on va Je l'écouter. répondais à une question. Je voudrais d'abord qu'on s'accorde sur un certain nombre de principes. En République, l'immunité n'est valable que pour les députés, les diplomates et le chef de l'État pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. En dehors de ces trois entités publiques, tous les autres citoyens guinéens sont des justiciables et par conséquent sont poursuivables. On est d'accord? Ouais. Les journalistes le sont aussi bien que moi, ministre de la République. C'est le premier principe. Le deuxième principe, il n'appartient à aucun citoyen de décider la loi qui va lui être appliquée devant la justice. Cela relève... Ça dépend. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Allez-y. Cela appartient au procureur de la République qui mène la charge pour le compte du plaignant. Je ne crois pas. monsieur le Laissez-moi ministre. finir. Attendez, Antoine. Attendez. Écoutez, Antoine. Allez-y. Allez-y, monsieur le Souffrez ministre. de La loi m'écouter. détermine déjà comment Souffrez de m'écouter. Bien, Souffrez de Antoine. m'écouter. Article 002 détermine ça. Mais souffrez de m'écouter jusqu'au Allez-y. bout de mon Allez-y, monsieur le raisonnement quand ministre. même. Antoine, Vous on êtes se un peu calme. trop On pressé. se calme un peu. Hein? On se calme un peu, Antoine. Bien. Allez-y. Lorsque une personne porte plainte devant un officier de police judiciaire ou chez un juge d'instruction, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus qui est déclenché. Le procureur poursuit la personne contre laquelle la plainte a été portée. Il appartient à cette personne de se munir, comme la loi le lui permet, d'un avocat, de se doter d'un avocat, pardon, pour défendre ses intérêts. S'il se trouve que le procureur s'appuie sur la loi X pour attaquer un journaliste, il appartient à son avocat de démontrer, argument à l'appui, que le procureur fait fausse route. Et c'est le juge qui tranche. Voilà comment fonctionne la justice. Non, on sait comment, Si je ne me trompe pas, nos juges se non, comportent. si je ne me trompe pas, voilà comment fonctionne la justice. Mais monsieur le ministre, reconnaissez Il ne que dans sert à ce- rien de dire. Reconnaissez que dans Nous ce avons dossier, vous une êtes allé loi. vite en besogne, Non, monsieur le non. ministre. Allez, Il ne sert à rien. Je vous ai apporté. Comment peut-on engager des poursuites judiciaires Sur une loi contre qui des n'existe délits pas. de presse sur la base de la loi sur la cybersécurité? Qui n'existe pas, qui n'a pas été Alors que promulgué par le ce sont des président. infractions qui ont été commises par la loi de presse. Est-ce que vous comprenez cette façon de faire Voilà de la la loi justice? sur la cybersécurité. Bien, allez-y, expliquez-nous pourquoi, Voilà la loi sur la pourquoi cybersécurité. les journalistes Elle peuvent... existe, Oui. et elle est promulguée et elle est Elle signée. n'a pas été. Elle est publiée. Peut-être qu'elle vient Journal officiel. peut-être que ça vient d'être fait. Non, Diffusé au journal. pas du tout. La loi 037, Ça n'a pas été elle publié est dans le journal promulguée, officiel de la elle est République. promulguée il y a très À quelle longtemps. Dans le journal officiel. Non, Promulguée depuis 2016, Elle elle est n'est pas publiée. Je vous rappelle que la loi sur la cybersécurité Est-ce qu'elle est publiée, n'est monsieur le qu'une ministre? transposition dans la législation guinéenne de nos accords internationaux.
Il y a déjà une convention au niveau continental qui prévoit ces dispositions. Il y a aussi un accord au niveau de la CEDEAO qui prévoit de prendre des mesures nationales contre la cybercriminalité. La Guinée n'est que presque le dernier pays de la sous-région à avoir pris cette loi. Peut s'appliquer aux journalistes? Dans quel cas? Très bien. Ouais. Donc déjà, sur les premiers principes, nous sommes d'accord. Il y a, le procureur qui attaque, l'accusé qui se défend et le juge qui tranche. Faisons confiance un peu à nos Écoutez les gars, s'il vous plaît. Il faut écouter les gars. Sinon, on ne comprendra rien. Ce sont des principes. Il dit on est d'accord. On n'est pas d'accord sur les principes. Parce que le choix de la loi, il y a une loi spéciale pour les délits en matière de délits de presse. Maintenant, ce que vous dites, l'avocat peut le dire, et si jamais le procureur s'est trompé, le juge prononcera un non-lieu. Quoi le problème? C'est déjà arrivé. C'est pas le cas. Je crois que le cas d'Abakar, vous n'avez pas bénéficié d'un non-lieu. Oui, non, c'est donc pas. On peut faire confiance. Non, moi j'ai pas été jugé sous le régime de la loi. Oui, mais il y a le cas par exemple. On a dit que j'ai entendu ici. Je vais vous servir le cas de. Faisons confiance à nos Je vous sers le cas de Mohamed Bangoura de Mosaïque, qui a été jugé en tant que directeur d'application à l'aune de la loi sur la cybersécurité. Et à la fin, la juge donc invente un délit qui n'a pas été même invoqué tout au long du procès, le délit d'offense à l'endroit du chef de l'État, et à la fin du compte, il est condamné. Il est condamné donc sur la base d'une loi qui ne doit pas s'appliquer à lui en tant que journaliste, monsieur le ministre. Vous devez quand même condamner cela. On va progresser. Ouais. Pourquoi vous ne condamnez pas cela? Non, laissez-moi finir. Ouais. On va progresser. On va se comprendre. La loi sur la cybersécurité, quel est son principe de base? C'est que le délit doit avoir été commis à l'aide d'un outil numérique. Et la cible doit elle-même être numérique. On est d'accord? Je vais prendre la définition ici. Je vais vous la lire. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que je crois que tout le problème, tout ce débat, c'est le manque de formation. Non. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Écoutez, attendez Antoine. Attendez Antoine. Mais Antoine. L'argument n'est pas présenté encore que vous dites qu'il ne tient pas la route. Bien. S'il te plaît Antoine. Non, ça c'est la On fait l'émission pour les auditeurs. S'il te plaît Antoine, ouais, allez-y. Je vais vous expliquer. Quand on dit que la base doit être numérique et que la cible doit être numérique, si aujourd'hui on pousse le raisonnement à l'extrême, dites-moi quel est l'organe de presse, à part la presse écrite, qui n'utilise aucun support numérique pour le fonctionnement de son média. Dites-moi aujourd'hui si toutes les radios qui émettent ne sont pas... on ne peut pas les recevoir sur des ordinateurs. On ne peut pas les recevoir sur des téléphones, qui sont tous des supports numériques. Et je vais vous donner la définition de la communication électronique dans la loi sur la cybersécurité. Tout service ou moyen d'émission, de transmission ou de réception de signes, de signaux, d'écrits, de sons, d'images, de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre procédé mis à la disposition du public ou d'une catégorie de public. Mais c'est une nébuleuse. Donc le débat existe. Les grandes gueules. Laissez-moi. Non. C'est là où vous vous trompez. Ouais. C'est là où vous vous trompez. La loi spéciale existe, c'est vrai. Mais le procureur est libre de s'appuyer sur quelques dispositions légales. Vous savez quand même que cette loi spéciale, c'est une loi organique. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Oui, mais la loi spéciale, elle est au-dessus de. Ce que je veux vous démontrer, c'est que il appartient au procureur de décider la base légale qu'il utilise pour attaquer. Et il appartient à l'avocat d'utiliser tous les arguments juridiques à sa disposition pour défendre son client. Des arguments qui ne prospèrent pas généralement. Qui ne prospèrent pas généralement. Pour une petite précision, Abakar, on en vient à l'exemple que Abakar a donné. D'accord, ils sont partis devant ce que vous expliquez, c'est tout à fait normal. Si c'est pas, si l'avocat peut s'appuyer sur, le procureur peut s'appuyer sur cette loi, l'avocat peut aller défendre le contraire. Exactement. On est d'accord. Mais sauf que, encore à la fin, on voit un journaliste qui est condamné sur la base de cette loi, alors que logiquement, parce que c'est pas la logique que vous défendez, ce que vous défendez, c'est l'ouverture qu'a chaque avocat de s'appuyer sur une loi qui existe. Si l'avocat n'a pas réussi à convaincre le juge, la justice est indépendante. Moi, je ne peux pas interférer. Le message qu'on attendait de vous ce matin, c'était quand même de défendre cette loi. Mais vous ne me laissez pas terminer. C'est-à-dire que vous voulez... Vous coupez le débat avec des questions intempestives. Je voulais vous faire une démonstration toute simple. Allez-y. C'est que d'abord, les journalistes sont poursuivables. Celui qui poursuit, c'est le procureur. On est d'accord? Ouais. L'avocat doit vous défendre, conformément à votre loi spéciale, justement. Ouais. Hein? C'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas interdire à un procureur d'utiliser une loi pour vous attaquer. Maintenant, ce que moi, je veux dire, en tant que ministre
Ce que moi je vais dire, oui, on va l'écouter. Ce que moi je recommande, c'est qu'il y a deux choses à faire, deux piliers pour sortir de cette impasse. C'est que premièrement, on doit faire beaucoup de sensibilisation auprès des acteurs publics pour qu'on arrête déjà de saisir les tribunaux, de saisir la police contre des journalistes. L'objet, c'est d'aller vers la HAC, qui est l'autorité de régulation. Mais c'est ma position. Mais vous ne me laissez pas parler, en fait. Attendez, Antoine. Il faut d'abord vous poser les principes, et après on va vers les conclusions. C'est très simple. Il faut qu'on utilise la HAC. Qu'est-ce qui a poussé les gens à aller plus souvent vers les OPJ que vers la HAC? C'est parce qu'au début, quand la HAC était saisie et qu'elle se prononçait sur des cas de dérapage ou de débordement de certains journalistes, elle était assaillie de toutes parts par la corporation. Et ce qui fait que la HAC elle-même a pris un coup. Et aujourd'hui, elle a beaucoup plus de mal à faire son travail. Et c'est ce qui a poussé beaucoup d'acteurs à aller de l'autre côté. Aujourd'hui, oui, mais avec beaucoup de critiques et beaucoup de cris derrière. Aujourd'hui, je vous dis, on veut sortir de cette impasse. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas de polémiquer. Vous avez quelle initiative en la matière? Exact. Elle est très simple. Sensibiliser les acteurs publics pour qu'ils saisissent la HAC au détriment des officiers de police judiciaire et vulgariser les textes de loi pour que tous les journalistes soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs et renforcer la formation et la professionnalisation des médias privés et publics. Voilà les objectifs. de progresser. Ok, mais une dernière question. S'il vous plaît, les gars, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de questions à poser à M. le ministre. Est-ce que, Jacques en parlait tout à l'heure, est-ce que cette loi a été publiée au journal officiel, M. le ministre? La question n'est pas là. C'est important, M. le ministre. La question n'est pas là. La loi a été promulguée par décret du chef de l'État. Donc, elle s'applique, elle est en vigueur. Elle n'est pas opposable. Elle n'est pas opposable tant qu'elle n'est pas publiée au journal officiel. Je pense que ça, c'est de la polémique pour la polémique. Comment ça? Bien. L'objectif aujourd'hui de mon institut, du département que je représente. C'est un juge qui l'a dit, au fait. L'objectif. C'est un juge qui l'a dit dans le cadre de l'Inx-FM. Encore une fois, le non-lieu a été prononcé parce que la loi n'est pas opposable aux citoyens. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'objectif du département que je représente ici, qui est la tutelle institutionnelle de la presse, c'est de renforcer la formation des journalistes, leur professionnalisation et de sensibiliser les autres acteurs publics à s'orienter vers la HAC pour qu'on sorte de cette impasse. Le plus important pour moi, ce sont les solutions de sortie de crise. Ce n'est pas la polémique sur la crise. Parce que ça ne fait pas avancer les choses. Allez-y, Antoine, on va s'intéresser à présent aux médias publics, Antoine. On s'intéresse aux médias publics. Surtout, on va parler du bilan du ministre de la Communication que vous êtes. Vous avez remplacé 2 ou 3 autres ministres avant vous. Et de tout ce temps, on n'a pas encore rencontré un ministre de la Communication qui a réussi à convaincre ou encore qui a réussi tout de même à faire son travail et le bilan a été qualifié de positif. Le vôtre, jusqu'ici, on se pose des questions. On estime que le bilan il est mitigé parce qu'on n'est pas encore convaincu, monsieur le ministre. Ce matin, dites-nous... Mitigé dans quel sens? Vous allez nous répondre. Dites-nous, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez posé comme acte concret et puis votre nomination qui vous distingue de vos en faveur des médias publics qui vous distingue de vos prédécesseurs et privés. D'accord. Bon, d'abord, je dirais que je ne cherche pas systématiquement à me distinguer de mes prédécesseurs. Nous appartenons à la même mouvance et l'État est une continuité. Ils ont posé un certain nombre de jalons qu'aujourd'hui j'essaye d'étoffer et d'améliorer et d'agrémenter à ma façon. Voilà. J'ai reçu une lettre de mission lorsque j'ai été nommé à ce poste. Le chef de l'État, par l'intermédiaire du Premier ministre, m'a demandé d'accomplir un certain nombre d'actes. Premièrement, renforcer le cadre institutionnel du ministère de l'Information et de la Communication. Sur ce point-là, nous avons engagé un certain nombre de réformes. Premièrement, nous avons fait un travail de refonte des textes réglementaires qui encadrent en fait l'activité des différents services qui relèvent du ministère. Un arrêté a été pris pour réglementer la télédistribution. Un arrêté a été pris en partenariat avec l'OGP pour revoir toute la grille tarifaire et la publicité sur les médias de service public et la publicité en général. Une loi sur la redevance audiovisuelle est en cours de rédaction. Je vous expliquerai peut-être en détail pourquoi cela. Et j'avais aussi envisagé d'engager un processus de révision des lois 002 et 003 en partenariat avec la HAC. Donc ça, c'est sur le cadre institutionnel. La révision dans quel sens? Écoutez, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé sur cette idée de révision. La loi sur la HAC et sur la liberté de la presse date de 2010. 9 ans après, la société a évolué. Et moi, je suis convaincu qu'une loi
doit s'adapter aux évolutions sociétales et technologiques. Aujourd'hui, nous avons des web radios, nous avons des web TV qui existent dans le paysage audiovisuel guinéen, mais qui ne sont pas pris en compte par la réglementation existante. Et aujourd'hui, ces patrons, par exemple, mais vous ne touchez pas à la dépénalisation. Ah non, les grands gueules. Cela, pour moi, est intangible. La dépénalisation des délits de presse, c'est une avancée en matière de droits de l'homme. Que vous n'allez pas remettre en cause. Jamais de la vie. Comme les 2 mandats. Non. Bien, Antoine, il ne faut pas nous ramener. Bien. Je crois qu'Antoine a un train de retard sur l'émission. Il faudrait que tu te rattrapes. Bien. Alors, donc la dépénalisation n'est pas à l'objet des réformes. Bien. Par contre, il y a par exemple aussi... vous parliez de cadre institutionnel. Il y a par exemple un élément qu'on voulait intégrer dans la loi 00D. Quand vous faites un dépôt d'agrément pour une radio ou une télé, il n'y a aucun délai qui est fixé à l'autorité en charge de la délivrance pour réagir à votre requête. Ce qui fait que les gens ne sont pas forcément satisfaits dans les délais, je dirais, normaux de délivrance de ce type d'agrément. Par exemple. Donc, tous ces sujets-là devaient être rediscutés. Bien. Mais ce n'est pas... Ça reste un chantier. Ça reste un chantier que je vais peut-être mettre à l'ordre du jour du cadre permanent de concertation, presse publique, presse privée, pour qu'ensemble, nous regardons cette loi et qu'en toute objectivité, nous voyons toutes les améliorations qu'on peut y apporter. Ensuite, l'une des grandes réformes sur le cadre institutionnel, c'est la fin de la dichotomie qui existait entre la RTG Boulbinet et la RTG Colombe. Donc, on avait 2 directions générales qui se regardaient en chien de faïence et qui créaient d'énormes problèmes de fonctionnement à l'intérieur du département. Nous avons unifié ces 2 directions en une seule. Donc aujourd'hui, nous avons une seule RTG qui dispose de 2 chaînes. La première étant celle de Coloma, la deuxième qui sera plus axée sur, disons, une chaîne de proximité un peu plus culturelle et divertissement qui sera à Boulbinet. Et en plus de ça, nous avons la radio nationale et la RKS qui constituent les 2 radios. Donc sur le cadre institutionnel, voilà... Grosso modo, on va rester peut-être sur Boulbinet avant d'évoluer. Voilà. Demander par rapport au cas de Boulbinet, on sait que quand vous êtes arrivé, vous avez fait des grandes annonces pour la rénovation. Aujourd'hui, on est à quel le rééquipement. Niveau, le rééquipement, on est à quel niveau aujourd'hui dans ce qui concerne le cas de la RTG Boulbinet? C'est un média d'État, mais vous oubliez, monsieur le ministre. Bon, je ne dirais pas ça, parce que en réalité, quand je suis arrivé, la première visite que j'ai réalisée dans le cadre de la revue des départements qui relèvent du ministère, je l'ai accordée à la RTG Boulbinet. C'est une maison que je connais bien. La voisine. C'est une maison que je connais bien parce que plus jeune, j'y allais très souvent pour multiples raisons. Et quand j'ai vu l'état de délabrement dans lequel se trouvait la RTG Boulbinet, j'avais mal au cœur. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est prévu pour Boulbinet? Nous avons signé un contrat en 2017 avec une société chinoise pour la réalisation de la transition de l'analogique vers le numérique de la télé et de la radio. À l'intérieur, oui, c'est StarTime en l'occurrence. Et le financement est de la banque Import-Export de Chine, Exim Bank. Le projet se chiffre à environ 99 millions de $. Et lors des négociations de ce contrat, auquel j'ai participé quand j'étais directeur du contrôle des marchés publics à la CGP, nous avons inséré la rénovation complète de la RTG Boulbinet, bâtiment, studio, équipement compris. Donc, cette composante du projet est déjà prévue, financée. Alors, quand je suis arrivé aux affaires, la question que je me suis posée est très simple. Faut-il engager des investissements très lourds sur le budget national de développement et donc gréver d'autres secteurs d'activité du ministère pour remettre en état Boulbinet? Ou faut-il faire des petits aménagements techniques pour permettre à la maison de fonctionner en attendant que le gros de l'investissement soit débloqué? Aujourd'hui, nous sommes en phase terminale d'examen auprès d'Exim Bank. Je pense, nous avons bon espoir que d'ici la fin de cette année, les travaux vont démarrer. Non seulement pour la transition, mais pour la rénovation de Boulbinet. En attendant, nous avons pris des mesures urgentes pour relancer la RKS, parce que quand je suis arrivé, la radio Kaloum Stéréo n'émettait plus. Aujourd'hui, elle a repris ses émissions. Nous avons pris aussi des dispositions pour remettre la télé en état progressivement, mais vous comprendrez qu'une télévision, ça coûte extrêmement cher, non seulement à rééquiper, mais à entretenir, et que nous sommes obligés d'y aller étape par étape. Je crois que Mafoudia a fait une visite des installations dans le courant de la semaine et elle a pu se rendre compte que nous avons franchi quelques étapes dans la relance de la télévision, dans le passage de la RTG2. De l'analogie au numérique. Oui. Et on a même fait des tests. On a même fait des tests sur satellite. On a réussi à émettre sur StarTime pendant une semaine, mais pour l'instant, nous n'avons pas de contenu. Il faut du contenu audiovisuel de qualité pour que l'on puisse reprendre les émissions normalement. Et vous savez mieux que moi que cela coûte de l'argent. Il y a le cas de la RTG Coloma. Je voudrais terminer avec Boulbinet. Oui. Quel contenu pour Boulbinet, d'autant plus que, bon, c'est vrai, c'est une direction
direction désormais qui est donc installée. Direction unique. C'est une deuxième chaîne. Une deuxième chaîne. Ce sera une deuxième chaîne. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de différent? Actuellement, il y a un comité qui a été mis en place au sein du département, entre le cabinet et la RTG, qui travaille sur la définition de la ligne éditoriale et de la grille de la RTG2. Essentiellement, ça va être une télé de proximité. Proximité, pourquoi? Ça va être une télé qui va parler aux gens de Conakry, de l'intérieur du pays, de la banlieue, et qui va s'intéresser à des sujets qui touchent leur vie quotidienne. Des préoccupations. Les préoccupations quotidiennes. Donc, en gros, nous allons essayer de faire une télé dans laquelle tous les Guinéens pourront se reconnaître, avec un contenu un peu éclectique, dans lequel on aura un accent particulier sera mis sur la culture et sur le divertissement. Bien. À la différence de Coloma, qui va se consacrer à la ligne éditoriale du média d'État qu'elle a déjà. Et ça nous permettra d'alléger aussi la grille de Coloma pour rebasculer peut-être certaines émissions. Vous avez eu le courage de ce matin, vous avez dit média d'État, parce que le terme... Média de service public ou de... Non, c'est un média... Alors que vous dites média d'État, c'est la ligne éditoriale qui lui est accordée, qui lui est donnée, bien entendu. Et je l'assume parfaitement. Dans la matérialisation, c'est quoi? C'est-à-dire faire une communication pour le pouvoir? Non, ça ne veut pas dire ça, média d'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Média d'État veut dire, c'est la télévision publique nationale, et c'est la télévision qui rend essentiellement compte des activités du gouvernement. Pas uniquement du gouvernement, de toutes les activités qui concourent au développement économique, social et politique de la Guinée. Le reproche qu'on vous fait, monsieur le ministre, surtout sur ces médias dits d'État, comme vous le dites, c'est que la parole n'est pas équilibrée. On sait que... J'entends souvent ça. Ben si. C'est le cas, monsieur. Vous n'entendez pas, vous constatez. Monsieur le ministre, le constat que nous faisons, l'opposition n'y a pas droit. Lorsque des actualités concernent l'opposition, la RTG refuse de s'y intéresser. Alors, Antoine, quand elle s'y intéresse, elle traite autrement. Autrement, mais c'est assez hallucinant. Le problème persiste. Vous savez, le traitement de l'information, je ne vous apprends rien, vous êtes tous des journalistes compétents. L'angle d'attaque, il peut être différent en fonction de la ligne éditoriale en fonction de la ligne éditoriale du médium. Il ne faut pas déformer. Non. Mais l'angle d'attaque peut être différent. Vous conviendrez de ça quand même avec moi. Bien. Bon. Ceci étant dit, des efforts sont faits. Parce que vous savez, on a une histoire. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et aujourd'hui, en Guinée, malheureusement, les jeunes générations ne connaissent pas notre histoire. Le président le martèle tout le temps et il a raison. Aujourd'hui, nous essayons de changer certaines habitudes et certains comportements. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'équilibre. Les grandes gueules. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. La RTG est ouverte à ceux qui viennent vers elle. Pour preuve, nous avons reçu... c'est aux journalistes d'aller vers les gens. Nous avons reçu... En matière d'information, c'est aux journalistes d'aller vers les gens. Nous avons reçu en entretien, l'entretien de Coloma, Ahmed Kourouma, quand il était porte-parole de l'opposition. Quand il était porte-parole de l'opposition, nous avons reçu dans un débat sur Coloma Débat, Baouri, qui a débattu avec Makanera. Nous avons reçu, j'étais moi-même sur le plateau de Coloma Débat, nous avons appelé Cheikh Ouyaya, le président de la commission télécom et communication à l'Assemblée, qui est membre de l'UFR. Donc déjà, il y a des tenants de l'opposition qui commencent à s'exprimer sur la RTG. Et comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. À son objectif, pour ceux qui connaissent le passé de la RTG, c'est vrai qu'il faut commencer à saluer ça. Voilà. Donc, non, mais c'est la vérité. Les grandes gueules. J'étais moi-même sur le plateau quand Cheikh Ouyaya a intervenu pour attaquer ouvertement peut-être on va mon devoir département. y aller rapidement maintenant. En tout cas, vous êtes tombé dans la polémique et maintenant on a perdu du temps sur les sujets essentiels. En fait, quand je dis y aller rapidement, c'est par rapport au passage des opposants sur la RTG. J'ai deux questions. La première question, c'est par rapport toujours à la RTG Boulbinet, la situation des travailleurs avec l'unification, qu'en est-il? L'autre question, c'est par rapport au OREA et à l'agence guinéenne de presse. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour relancer vivement Je n'ai fait que présenter le premier point de ma lettre de mission. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui couvrent un peu les questions que vous venez de poser. Peut-être pour vous répondre rapidement sur le personnel de Boulbinet. J'ai trouvé dans le département... Vous allez enchaîner avec le cas des stagiaires, parce qu'ils sont très nombreux au niveau de la RTG. Coloma aussi, c'est de ça que j'allais parler. Et c'est eux qui font l'essentiel du boulot. C'est de ça que j'allais parler. Ouais. J'ai trouvé au département une situation assez alarmante dans laquelle on a près de 300 stagiaires
dans l'ensemble des services qui composent ce département. Et ce sont des stagiaires qui évoluent dans une précarité totale, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de statut, n'ont pas de situation, et qui se débrouillent au jour le jour. C'est complètement inacceptable. Et je me suis dressé contre cette situation dès mon arrivée. J'ai fait faire une vérification du personnel et aujourd'hui, je travaille activement avec le ministre de la fonction publique pour essayer d'adresser cette question et de la résoudre de façon définitive. Parce que moi, quand je résous quelque chose, je veux que ça soit définitif. Donc, nous sommes très avancés. Je prépare une communication pour le Conseil des ministres pour présenter la situation du personnel et les solutions que nous aurons retenues avec vous allez faire le tri, vous allez faire le tri pour retenir les... Je ne veux pas vous donner les détails de la solution, mais bien entendu, soyez sûrs les grandes gueules. Les stagiaires qui sont aujourd'hui en fonction à la RTG dans les autres services ne seront pas laissés sur le bas-côté de la route. On va les garder avec nous, Inch'Allah. AGP, tous les services. Mon travail concerne tous les services du département. En fait, l'AGP ne produit presque plus. Si. Vous allez sur le site internet de l'AGP? Non, mais l'AGP, nous sommes en avance sur l'AGP, alors que ça devrait être le contraire. Non, est-ce que vous allez sur le site internet de l'AGP? Bien sûr, j'y vais souvent. C'est des actualités d'une semaine. Mais vous comprenez que... Quand je suis arrivé, l'AGP était dans un taudis. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images qui ont été filmées lors de ma visite à l'AGP. Un bâtiment insalubre. Aujourd'hui, je viens de réussir le déménagement complet de l'AGP dans un bureau flambant neuf à la cité chemin de fer. Bien. Maintenant, nous sommes en train de réorganiser les équipes pour les remettre au travail. Bien. Je vous rappelle que ça ne fait même pas 15 mois que je suis dans ce ministère. Bien. Monsieur le ministre, deux questions. Et le travail, il est énorme. Deux questions, monsieur le ministre. Attendez, deux questions, monsieur le ministre. La question des présentateurs sur la chaîne nationale, il y a la question de leur prime d'habillement. Où en êtes-vous dans la résolution de cette question? Est-ce qu'à un moment donné, le climat s'est tendu un peu entre les présentateurs et la direction? Deuxième question, c'est une question qui revient extrêmement assez dans l'opinion. Pourquoi la direction de la RTG Coloma ou de la RTG décide subitement de ramener le journal de 20h30 à 20h? Pourquoi? Est-ce que ça se justifie? Non, ce n'est pas une décision subite. C'est une décision réfléchie pour laquelle on a beaucoup travaillé en interne. Tout simplement parce que nous sommes en train de moderniser, de revoir la grille des programmes. Et cela fait partie aussi de ma lettre de mission. Dans ma lettre de mission, il était prévu que je revoie et que je modernise, je redynamise la grille des programmes de la télévision nationale. Quand le journal est à 20h30, qu'est-ce qui se passe? Mais je vous rappelle aussi que dans tous les pays autour de nous, le journal est à 20h. Quand le journal est à 20h30, il s'achève à 21h. Nous avons souvent des éléments commerciaux et autres qui passent sur la RTG, de telle sorte que l'antenne n'est pas disponible pour un autre programme jusqu'à 21h30. Donc si nous voulons organiser des émissions de débat, de société, des émissions qui, comme on dit, nourrissent l'intellect des Guinéens, nous sommes obligés de les démarrer à 21h45, presque 22h. Les gens travaillent, les gens sont fatigués. À l'heure-là, la plupart des personnes ne sont plus devant leur poste de téléviseur, ou en tout cas, ils ne sont plus en état de suivre des émissions assez compliquées. En ramenant le journal à 20h, cela nous permet d'évacuer toute cette litanie de programmes au plus tard à 21h et démarrer en première partie de soirée avec des émissions de débat politique, de débat de société ou autres, jusqu'à 22h. Et au-delà de 22h, on aura maintenant la deuxième partie de soirée avec des émissions plus légères, peut-être plus jeunes, peut-être musicales. Vous allez faire face à la concurrence des chaînes privées. Ben, c'est pas grave, c'est l'objectif. Il faut bien qu'on travaille et qu'on se mette au diapason. Vous allez perdre un peu d'audience. Vous en êtes sûr? Ben, bien sûr. Ben, moi, je ne suis pas convaincu de ça. J'ai confiance en mes équipes et je sais qu'avec le dynamisme que je vais insuffler et l'engagement du directeur général de la RTG, vous avez vu Espace TV qui est venu sur 20h, qui écrase tout le monde. Vous prêchez pour votre paroisse. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais vous savez, vous avez... Non, mais il y a une grosse différence. C'est sans photo. Il y a une grosse différence. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'est que nous sommes reçus partout sur le territoire national. Justement, il n'y a pas de couverture. Non, d'abord, il va répondre à la question concernant les présentateurs, les présentatrices. C'est une question aujourd'hui qui Ils ont réclamé 5 millions par mois. C'est une question qui est en train de trouver sa résolution parce que nous sommes en pleine négociation à l'interne et je pense que la refonte que nous sommes en train d'engager au niveau des structures internes de la RTG va nous permettre d'adresser toutes ces questions les unes après les autres. En résolvant aussi la question du personnel, ça nous permettra aussi d'avoir une autre porte de sortie pour trouver
une solution acceptable par tous par rapport à cette crise. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il y a peut-être d'autres points de la lettre de mission que je pourrais partager avec vous. Parce qu'on n'a parlé que d'un seul point pour l'instant. Allez-y, Bassirou, allez-y. Monsieur le ministre, l'autre question, c'est la convention collective. La question de traitement des journalistes aujourd'hui en Guinée laisse à désirer. Il y a le syndicat de la presse privée de Guinée depuis un an qui est en train de travailler sur un document. Est-ce que ce syndicat vous a rencontré? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette convention collective des journalistes? J'ai reçu le syndicat de la presse privée, je pense, dans les premières semaines après mon installation au département. Et je suis complètement de cœur avec eux dans la finalisation de cette convention collective. Parce qu'il faut dire une chose. Pour qu'un journaliste soit libre, il faut déjà qu'il soit capable de vivre de son travail. C'est primordial. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'élément indispensable pour détenir une carte de presse en République de Guinée, c'est un contrat de travail. Malheureusement, la plupart des journalistes du secteur privé, essentiellement, n'ont pas de contrat de travail et donc ne disposent pas de carte de presse. Or, ce qui les protège avant tout et contre tout, c'est la carte de presse. Donc, il est primordial, je dirais impérieux, que cette convention collective soit finalisée. Et j'ai demandé au secrétaire général du syndicat, Sidi Diallo, de me faire parvenir une copie pour que je la fasse relire par les services juridiques du département, y apporter une contribution si nécessaire pour les aider. Mais il est primordial que cette convention collective voie le jour. Bien. Et qu'elle soit mise. Dernière question, peut-être. Mais Monsieur le ministre, par exemple, sur la HAC, est-ce que c'est vrai que sur certaines questions, il y a quand même, sur certains secteurs, il y a ce que vous devez faire qui revient aujourd'hui à la HAC de par la naissance ou les conditions, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, quand on prend les cahiers de charges, selon des informations que j'ai eues, c'est aujourd'hui au niveau de la HAC, mais ça devrait être au niveau de votre département. Qu'en est-il? Comment on en est venu à cette situation? Est-ce qu'il y a des démarches pour pouvoir normaliser les choses? Si je réponds à cette question, je risque de nous ramener dans le débat qu'on avait en début d'émission. C'est le CNT qui a établi ces lois. Et c'est le CNT qui a modifié substantiellement le mode de fonctionnement du secteur de l'information et de la communication. Il est vrai que de par le passé, les agréments de radio, de télé étaient délivrés par le ministère. Parce que l'agrément, c'est une licence. L'agrément, c'est une autorisation que l'État délivre. Donc, par définition, c'est l'entité étatique qui doit autoriser une radio ou une télé à exercer son activité sur le territoire national. Malheureusement... Pourquoi vous ne délivrez plus d'agrément? Comme je vous l'ai dit, le législateur, pendant la transition, a décidé de transférer toutes ces compétences à la HAC. Moi, je suis légaliste. J'ai trouvé une loi en place, je suis obligé de la respecter. Mais ma conviction personnelle, elle reste ce qu'elle est. Mais la loi a décidé Alors, mais comment confier... vous justifiez le fait qu'il n'y a plus d'agrément, Aujourd'hui, cette question, vous devez la poser à la HAC, et au ministère. Bien. Le cadre permanent de concertation, c'est important. En une minute. En une minute, parce qu'on n'a plus le temps. Ah, c'est vous qui avez polémiqué sur les sujets inutiles. Bon, on est satisfait du contenu, franchement. On est satisfait du contenu. Allez. Bon, donc, le cadre permanent de concertation, il découle du constat que la presse guinéenne est divisée. Nous avons la presse privée d'un côté, la presse publique de l'autre. Quand les journalistes de la RTG se pointent dans des manifestations de l'opposition, on les lapide. Voilà pourquoi très souvent la couverture ne se fait pas. Et quand les journalistes, j'allais le dire, et quand les journalistes du secteur privé veulent avoir accès à certaines sources d'information, malheureusement, ils rencontrent beaucoup d'obstacles. Donc, moi, mon objectif, c'est de réunifier tout ce monde et de créer une réelle presse nationale. Parce que le journaliste, qu'il soit de tel bord ou d'un autre, il a les mêmes préoccupations, il a les mêmes problématiques, il est soumis à la même loi, il a les mêmes droits, il a les mêmes devoirs. Donc, il doit être régi dans un cadre consensuel. Alors, le cadre permanent de concertation a été entériné par le chef de l'État comme organe consultatif dans le décret 253 qui fixe le cadre organique du département. Et il se veut un espace, une plateforme de dialogue et de discussion entre les représentants des médias privés et ceux du public sous la houlette du département pour qu'ensemble, on trouve les solutions à tous les problèmes qui assaillent la profession. Il va être lancé quand? Alors, il y a une réunion qui est prévue le lundi sous la direction du directeur national des services de communication, M. Cheikh Tidiane Diallo, qui est du corps, qui est de votre... Peut-être une petite dernière question. Votre cabinet, vous l'avez remanié, vous y avez mis beaucoup de jeunes. Est-ce que vous êtes satisfait des uns et des autres à date? Je suis très satisfait parce que la mayonnaise est en train de prendre progressivement. Vous savez, il y a un vieux dicton français qui dit « Si vieillesse pouvait et si jeunesse savait ».
Aujourd'hui, j'ai pu faire entrer des jeunes qui sont en train d'apprendre progressivement avec les plus anciens qui sont au département. Et une fois que l'osmose va se faire, je pense que ce sera une équipe qui pourra abattre toutes les montagnes et donc écraser facilement les scores d'audience de Espace. Eh bien, ça ne passe pas, parce que vous allez voir à partir du 2 octobre, l'audience de la RTG va totalement fondre. Bien. C'était donc notre invité, monsieur le ministre Amara Sompare, ministre de l'Information et de la Communication. C'est un plaisir pour nous de le recevoir chez nous. Et merci à vous, monsieur le ministre, d'être passé nous voir. Et ce ne sera pas la seule fois, on vous recevra. On espère que vous allez encore durer longtemps au sein du gouvernement et que vous allez repasser nous voir. Merci à tous les chroniqueurs. Et demain, c'est le Turbo qui sera de retour. Et si tout va bien, on vous réserve une grosse surprise avec un invité exceptionnel. Portez-vous bien. Au revoir. Radio